Bienvenue, imprudent mortel. Quand je vous avais évoqué Ersébet Báthory, j'avais aussi évoqué un instrument de supplice bien particulier. Mais est-ce qu'il a seulement existé? Alors approchez-vous du feu, asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle de la Vierge de Fer. La Vierge de Fer, c'est cet instrument de supplice un peu particulier, ressemblant à un sarcophage et garni de pointes. Comment on s'en sert, je crois que vous le devinez tous. En enfermant une victime à l'intérieur, puis en fermant la porte. Cette dernière, transpercée de part en part, perdait tout son sang. Le but de la Vierge de Fer n'était pas de torturer pour arracher des aveux, mais bel et bien d'exécuter. On prétend que Nabis, le dernier tyran de Sparte, entre 205 et 192 avant Jésus-Christ, aurait fait construire une statue semblable qu'il appelait la reine Apéga, du nom de son épouse. Elle, Apéga, ressemblait à une statue en bois, avec de très longs bras garnis de pointes, et tirés en arrière par une corde. L'ensemble était caché sous une tunique ample, car Nabis ne poussait vers elle que des victimes totalement ivres qui pouvaient la confondre avec une personne réelle. Il leur proposait d'aller embrasser la reine Apéga. Mais en fait, dès qu'ils étaient à son niveau, des esclaves coupaient la corde qui retenait les bras en arrière, et à la manière d'un élastique qui retient une pince, cela refermait brusquement les deux bras sur la victime. Toutefois, je ne crois pas que celle-ci en mourrait. Si les pointes en tout cas n'étaient pas longues, ça ne provoquait peut-être que des blessures. Et nous ne sommes pas certains de l'existence réelle de l'Apéga. Quant à la Vierge de Fer, oui, son usage semble épouvantable, mais, si cela peut vous rassurer, on ne retrouve nulle part une trace d'un tel instrument de torture avant le XVIIIe siècle. On prétendait ainsi que, avant Henri II, une machine appelée la Vierge de Fer perçait de 1000 coups de couteau ceux qu'on leur livrait, mais que Marguerite de Navarre, trouvant cela trop cruel, obtint de son époux qu'on détruise la Vierge de Fer. J'avais aussi évoqué le fait qu'Ersébet Báthory était censée s'être servie d'une Vierge de Fer pour saigner ses victimes. Mais en réalité, ce détail a été inventé par la romancière moderne Valentine Penrose dans son roman Ersébet Báthory, la comtesse sanglante, écrit en 1962. Nulle part, on ne trouve l'usage d'un tel instrument dans les archives de la comtesse. Au XIXe siècle, certains auteurs ont rapporté que, par exemple, à la Tour de Londres, existait un instrument de torture surnommé la fille du balayeur, ou The Scavenger Daughter, que dans les prisons, il y avait des sarcophages ressemblant à une femme, et que si on était exécuté à l'aide de cet instrument, cela s'appelait baiser la Vierge. Ou encore qu'on trouvait de tels appareils à Vienne, Salzbourg, Prague, Berlin, Cologne, Mayence ou Francfort. Donc, qu'il s'agissait d'une spécialité des pays allemands. La Vierge de Fer était d'ailleurs souvent aussi appelée Vierge de Nuremberg. Mais comme je l'ai dit, on n'en retrouve pas trace avant le XVIIIe siècle. Alors, en réalité, d'où viennent les Vierges de Fer? Les historiens ont établi que le mythe aurait été créé en 1793 par le philosophe allemand Johann Philipp Siebenkees, prétendant avoir vu une mention figurant dans une chronique de Nuremberg du XVIe siècle, ou stipulant que dans cette ville, on avait construit une Vierge de Fer, qui déchirait les mécréants avec des petites épées, et que leur chair était ensuite donnée à manger aux poissons. En fait, Siebenkees devait s'être inspiré des manteaux de la honte médiévaux, parfois appelés vierges.
qui était parfois en bois doublé d'étain, mais sans pointe. Il s'agissait non pas d'un mode d'exécution, mais d'une punition, à partir du XIIIe siècle, qu'on pouvait comparer au pilori. Une version anglaise de cet instrument s'appelait la Drunkard's Cloak, ou cape d'ivrogne, ou encore manteau espagnol. Constituée par un tonneau percé de trous, elle servait à punir les ivrognes du XVIIIe siècle s'ils faisaient du trouble à l'ordre public. La Vierge de fer la plus connue était celle de Nuremberg, justement. Mais on n'en trouve pas trace avant 1802. Elle a été fabriquée au XIXe siècle, sur la base de la légende créée par Siebenkees. L'original s'est vue détruite par les bombardements alliés de Nuremberg entre 1944 et 1945. Une copie, achetée en 1890 pour le comte de Shrewsbury, a été vendue aux enchères au début des années 60 et exposée au musée de la criminalité au Moyen-Âge de Rothenburg ob der Tauber en Allemagne. Autrement dit, si vous voyez une Vierge de fer dans un musée aujourd'hui, ça ne prouve pas leur existence. Il s'agit la plupart du temps d'une copie. Un Français et ancien surveillant du palais de l'Inquisition à Madrid avait aussi raconté en 1835 avoir vu dans ledit palais une machine représentant la Vierge Marie et surnommée Mater Dolorosa, qui enserrait les accusés dans ses bras, garnis de poignards pour obtenir des aveux. Toutefois, on n'y croit guère, car l'officier français qui prit le palais de l'Inquisition de Madrid pendant le siège, entre 1808 et 1813, et donc avant le règne de Joseph Bonaparte, ne savait rien de cette Vierge mystérieuse décrite par le surveillant. Il me reste toutefois à admettre qu'il existait peut-être une version contemporaine. En effet, selon le magazine Time en 2003, on aurait retrouvé au siège de la Fédération olympique d'Irak, après la chute de Bagdad, une Vierge de fer qui aurait été utilisée par Uday Hussein, le fils du dictateur Saddam Hussein, pour punir les athlètes aux performances insuffisantes. Si la Vierge de fer ne fut jamais un moyen d'exécution réel, rien n'interdisait d'imaginer qu'elles aient pu être utilisées pour un usage privé. Au cinéma, vous vous rappelez peut-être avoir vu une Vierge de fer être utilisée dans le film Sleepy Hollow, comme je l'avais déjà d'ailleurs dit quand j'ai parlé d'Erzsébet Báthory. Dans le film, la mère des Cabot Crane est une sorcière bienveillante, mais son mari est pasteur. Il ne peut donc supporter les pouvoirs de sa femme, et la condamne à mort pour sorcellerie. Cette dernière est retrouvée dans la Vierge de fer et retrouvée par son fils, un peu plus tard. Seulement, il n'est pas mention de tout cela dans le roman d'origine de Sleepy Hollow, parce que la mère des Cabot Crane et son destin sont des inventions du film de Tim Burton. Donc, il n'y a aucun moyen de prouver qu'on ait exécuté les sorcières d'une telle façon, que ce soit en Amérique au XVIIIe siècle ou ailleurs. Généralement, c'était le bûcher ou la potence qui était en réalité utilisé. La seule raison de sa présence dans le film de Tim Burton, ça doit être tout simplement son aspect spectaculaire. Et pourquoi avoir inventé de tels engins dans ce cas, ou plus exactement, avoir inventé leur existence? Il s'agissait de discréditer, selon les auteurs, soit le Moyen-Âge, soit l'Église catholique, soit l'Inquisition. Évidemment, si l'Église catholique faisait preuve d'une telle cruauté, cela semblait barbare pour les pays protestants. Toutefois, je doute que l'invention de la Vierge de fer soit protestante, parce que justement on prétendait que c'était dans un pays de longue date protestant, c'est-à-dire l'Allemagne, qu'elle serait originaire. Il s'agissait peut-être plutôt de discréditer l'Inquisition, qui était mal perçue même par les catholiques. Enfin, les Lumières avaient tout intérêt également à discréditer le Moyen-Âge et ses méthodes de torture et d'exécution censées paraître barbares pour les contemporains. Il me reste à citer une autre utilisation quasi contemporaine, elle aussi. Enfin, plus ou moins. Est-ce que vous situez le roman Mathilda, écrit par Roald Dahl,
Oui, c'est ça. L'auteur de Charlie et la chocolaterie, mais croyez-moi, les histoires pour enfants sont loin d'être toutes mignonnes. Dans Mathilda, celle-ci n'a pas de chance. C'est une enfant supérieurement intelligente qui développe des pouvoirs de télékinésie, mais ses parents ne la comprennent guère et son frère non plus, car ce sont tous des gros beaufs. Et à l'école, si elle a une gentille institutrice, sa directrice est en revanche un vrai bourreau. Mademoiselle Le Gourdin, c'est son nom, déteste les enfants, ce qui est très curieux considérant son métier. Elle a des idées très créatives pour les punir et je pense qu'elles sont inspirées directement par l'éducation sévère à l'anglaise qu'avait subi Roald Dahl. Dans les écoles britanniques, on pouvait battre les enfants jusque en 1987 et Roald Dahl, qui était scolarisé dans les années 1920, ne savait que trop tous ces châtiments corporels et il avait été frappé par la cruauté avec laquelle le corps enseignant de ces écoles les appliquait sur lui ou ses camarades. Voilà pourquoi ces romans sont peuplés de gens qui détestent les enfants. Et pourquoi Mademoiselle Le Gourdin est tout aussi cruelle en dépit du fait que, ayant existé après 1987, elle n'a légalement plus le droit de battre les enfants à coups de verge, par exemple, comme cela se faisait, ou à coups de ceinture. Mais, à défaut, elle invente des châtiments qui ne relèvent pas du fait de frapper un enfant. Par exemple, elle les jette par la fenêtre, ou, ayant attrapé une fille par ses cheveux, la jette au-dessus de sa tête, exactement comme un marteau, car elle a été une championne olympique de la discipline. Mademoiselle Le Gourdin peut aussi obliger un garçon à finir un gâteau de 40 cm de diamètre, parce qu'il aurait été surpris à voler aux cuisines. Mais sa pire punition reste l'étouffoir. Et qu'est-ce que c'est? Il s'agirait d'un petit placard de 20 cm par 20 cm, dont 3 des côtés sont en béton avec des tessons de verre qui ressortent, et des clous plantés dans la porte. Vous imaginez ce que ça fait? Il faut s'y tenir strictement debout et bien droit. C'est en tout cas ce que raconte Hortense, une élève un peu plus âgée que Mathilda, le jour où celle-ci rentre à la maternelle. Selon Hortense, on peut se retrouver enfermé dans l'étouffoir toute la journée ou 2 heures en cas de grosse bêtise, mais d'après elle, 2 heures, c'est déjà long. Et l'on croit sur parole Hortense quand elle dit ressortir piquée et écorchée chaque fois qu'elle s'est retrouvée dans l'étouffoir. C'est tout de même assez hard à imaginer. C'est pourquoi je pense, dans la version filmée, l'étouffoir n'a plus que 3 pauvres clous plantés dans sa porte. Me concernant, je soupçonne fortement Roald Dahl de s'être directement inspiré de la légende de la Vierge de Fer quand il a créé l'étouffoir. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.